Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour un nouveau bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres et dans ces 4 livres, il y a une BD. Alors, pour commencer, tout d'abord, je vais vous parler du livre que j'ai lu en premier, donc La sirène, le marchand et la courtisane d'Imogène Hermès Goward aux éditions 10-18. Donc c'est un livre que j'ai eu, qu'on m'a offert plutôt au salon du polar de Neulémine, il y a 2 ans, je crois, il me semble, 2 ans, et que je viens juste de lire. Alors il est mis dans le, genre fantastique. Moi, je trouve que c'est plus un genre historique, vu que l'histoire se passe à Londres en 1785. Nous allons faire la connaissance, de monsieur Hancock, qui est un marchand, d'import-export. Il a, plusieurs bateaux, enfin plusieurs navires plutôt, qui appartenaient à son père et donc quand celui-ci est décédé, il a récupéré l'entreprise familiale et maintenant c'est lui qui s'en occupe. Voilà. À savoir que monsieur Hancock a une sœur et que cette même sœur a, des enfants et donc c'est monsieur Hancock qui doit, s'occuper de l'avenir, des enfants de sa sœur. Donc il leur trouve, du travail, dans l'entreprise il leur a trouvé du travail, pardon, dans l'entreprise familiale et pour, sa dernière petite nièce, il la garde avec lui et elle fait, tout ce qu'il faut faire, dans une maison, donc le ménage, la cuisine et cetera et cetera. Vu que monsieur Hancock n'a plus de femme, sa femme est décédée, en couches, avec son fils malheureusement. Voilà, donc il est célibataire, il vit seul, donc avec sa nièce qui est là pour faire le ménage et il a une autre femme, de ménage, qui est là que pour le ménage, voilà, et donc ils vivent à 3 dans cette maison et en fait, un jour, monsieur Hancock, on va apprendre qu'il attend, impatiemment, un navire à lui, qui doit revenir, et qui est depuis, 1 an en mer et il n'est toujours pas revenu, donc il s'inquiète vraiment beaucoup, surtout qu'il n'a pas eu de message, du capitaine du navire et un soir, le capitaine de ce fameux navire va revenir, il va taper à sa porte et il va lui dire: «Voilà, je suis revenu mais sans votre navire». Donc là, monsieur Hancock, va paniquer, va dire: «Mais qu'est-ce que tu as fait de mon navire?» et là, ce fameux capitaine va lui annoncer qu'il l'a revendu, pour pouvoir acheter, un être pour lui exceptionnel, une sirène. Voilà. Alors monsieur Hancock lui dit: «Mais combien est-ce que tu as revendu mon navire pour, cette fameuse sirène?» Donc il va lui dire le prix, il va dire: «Mais, tu es au courant que mon navire est beaucoup plus cher que cette fameuse sirène?» Et le capitaine va lui dire: «Mais si vous voulez, vous pouvez, mettre en avant cette sirène, donc l'exposer et vous gagnerez beaucoup plus de sous, que valait votre bateau. Donc ça va, largement compenser, la perte de votre navire». Donc monsieur Hancock est un peu, comment dire? Abasourdi par ce qu'il vient d'apprendre, mais il se dit que, ça vaut le coup d'essayer, ce que son capitaine lui dit, que ce que le capitaine du navire lui dit, il verra bien, ce que ça donne. Donc c'est ce qu'il va faire, il va prendre la sirène, il va l'amener dans un pub, voilà. Le propriétaire du pub va l'exposer à l'étage, de son établissement et à eux 2, donc le propriétaire du pub va lui dire: «Écoutez, je veux bien exposer votre sirène, mais en contrepartie, donc c'est 50-50. Voilà. Je vends les billets et il y a la moitié de l'argent qui me revient et l'autre moitié, ça sera pour vous». Donc monsieur Hancock est d'accord pour ça. Donc il fait, des affiches pour, faire de la publicité, voilà et il va y avoir, il va pas y avoir beaucoup de monde au départ, voilà. Il y a qu'une femme et ses 2 enfants qui vont arriver. Quand ils vont le voir, la créature, ils vont prendre peur, donc ils vont s'enfuir et ils vont bien évidemment, en parler autour d'eux.
Donc du coup, le bouche à oreille va faire que les gens vont s'interroger sur cette fameuse sirène et ils vont commencer à venir. Et c'est comme ça que tout doucement, il va commencer, bien évidemment, à avoir plus d'argent. Effectivement, comme le capitaine lui a dit, il aura un peu plus d'argent que le coût de son navire. Donc du coup, au final, il rentre largement dans ses frais. Et lors de cette exposition dans le pub, il va faire la connaissance d'une femme, une maquerelle, qui s'appelle Madame Chapelle, qui va venir avec ces jeunes filles, voilà, qu'elle prostitue, on va appeler un chat un chat, voilà, elle a une maison close et en fait, elle a entendu parler de cette sirène et elle a dans l'idée d'exposer sa sirène dans sa maison close, comme ça elle se dit que, elle aura, beaucoup plus de personnes, dans son établissement. Elle va en parler à monsieur Hancock, qui va accepter de l'exposer pendant une semaine, dans cette maison close. Donc il va reprendre sa sirène, il va l'exposer à la maison close, de cette fameuse madame Chapelle et en fait, il va être invité, un soir, à voir comment ça se passe. Voilà, une soirée spéciale avec cette fameuse sirène. La sirène va être exposée dans une chambre spéciale, voilà et c'est ce soir-là qu'il va rencontrer la fameuse courtisane qui s'appelle Angelica, Neal. Voilà, qui s'appelle Angelica Neal. Qui était, elle-même donc, prostituée, hein, appelons un chat un chat. Elle était, une des filles de madame Chapelle, sauf que, cette, Angelica a réussi à avoir un mécène qui l'a pris sous son aile, qui l'a, épousée, sauf que son mécène, est décédé et donc du coup, bah, avec l'argent, qu'elle a eu de la mort de son mécène, elle a réussi à, comment dire? À s'offrir un appartement, voilà, où elle vit, mais il faut absolument qu'elle ait un autre mécène pour continuer à, pourvoir à ses besoins. Ce qui ne va pas être facile pour elle. Donc madame Chapelle va, avoir, l'idée, de la ramener, dans son établissement, sauf que, bien évidemment, Angelica ne veut pas. Elle ne veut pas redevenir prostituée et surtout pas retravailler dans son établissement. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de retrouver un mécène, tout simplement. Ce qui ne va pas être évident, même si elle est, vraiment très, très belle pour son âge, elle a, bah, tout ce qu'il faut là où il faut et elle va, tout simplement taper dans l'œil de monsieur Hancock. Sauf que monsieur Hancock n'est pas, vraiment, un homme de son style, voilà, parce qu'il a un certain âge, il a un peu d'embonpoint, voilà et ce n'est qu'un marchand. Donc il n'a pas vraiment encore l'argent pour subvenir aux besoins, d'Angelica. Sauf que, à un moment donné, monsieur Hancock va vouloir récupérer sa sirène, voilà et il va, la revendre à, une personne, qui va lui proposer un prix très, très pardon, excusez-moi. Il va lui proposer un prix qui est très, très avantageux pour lui. Il va accepter cette somme d'argent, ce qui fait qu'il va devenir un marchand riche. Voilà et la situation d'Angelica, va évoluer mais pas au meilleur, voilà et donc elle va, trouver une solution par rapport à monsieur Hancock et en fait, c'est à partir de là que les choses vont changer et on va suivre toute cette histoire, tous nos personnages, donc cette fameuse sirène, le marchand et cette fameuse courtisane, donc Angelica. Donc on va suivre toute cette petite épopée. Ça a été, une bonne lecture, ça se lit très, très bien. La plume de l'autrice est très fluide. Hem, il y a pas de longueur. Franchement, il y en a pas du tout. Je trouve que, la sirène, on la voit un petit peu, mais pas vraiment de trop. Voilà et je sais pas, j'ai été un petit peu déçue de la fin, je m'attendais pas à cette fin-là. Je m'attendais à d'autres choses,
qui ne sont malheureusement pas venus, à d'autres situations, même s'il y a une situation à laquelle je ne me suis pas du tout attendue et pour laquelle, j'ai été très surprise, voilà. Et j'ai eu aussi un petit peu mal au cœur pour la personne. Vous comprendrez pourquoi si vous lisez ce livre. Mais dans l'ensemble, voilà, ça a été relativement bien. Voilà, ça a été une bonne histoire, j'ai pas regretté d'avoir lu ce livre. Mais il y a pas de rebondissement, de ouf. Voilà, c'est vraiment une toute petite histoire, hem, mais ça se lit, quoi. Ça se lit, la plume, comme je vous l'ai dit, la plume de l'autrice est très belle, elle se lit très, très bien. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Par contre, moi, je le classerai pas dans le fantastique. Voilà, ce livre est classé dans le fantastique. Moi, je le classerai plutôt dans l'historique. Parce que le sujet de la sirène est pas vraiment un sujet, comment dire? À part au début où c'est une vraie sirène, hem, comment dire? À un moment donné, on aura aussi une deuxième sirène, mais là, c'est un peu plus, c'est comment dire? C'est un peu plus onirique, c'est pas vraiment, comment dire? Réel, voilà. C'est pas réel. La deuxième sirène n'est pas vraiment réelle, c'est plus la première qui l'est, mais elle va vite passer à la trappe, on va dire, voilà. Donc dans l'ensemble, ça a été, mais moi, comme je vous l'ai dit, je le classerai plutôt dans l'historique que dans le fantastique. Mais sinon, ça reste une, bonne lecture, voilà. Ça a fait son job, tout simplement. Donc La Sirène, Le Marchand et la Courtisane d'Imogène Hermès Goard, aux éditions 10-18. Ensuite, je me suis lancée dans un thriller, enfin non, pas dans un thriller, excusez-moi, dans un roman psychologique. Voilà, c'est pas un thriller ni un policier pour moi, ça c'est plus un roman psychologique. Je me suis lancée dans l'histoire, pardon, de Donato Carissi, donc L'éducation des papillons, aux éditions Le Livre de Poche. Excusez-moi, décidément, j'ai du mal. Dans cette histoire, donc nous sommes à Milan. Nous allons faire la connaissance de Serena. Serena qui est une jeune femme qui a, comment dire, de l'ambition. Voilà. Pour elle, il faut qu'elle réussisse dans la vie et elle va tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est une femme redoutable en affaires, donc elle travaille dans la finance, voilà. Elle a de l'argent, voilà, elle gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est une femme qui ne veut ni mari ni enfant. Voilà, elle se plonge entièrement dans sa carrière. Pour elle, il n'y a que ça qui compte et en plus, elle n'a pas d'instinct maternel, donc elle ne voit pas pourquoi elle aurait un enfant. Sauf que, à force de papillonner un petit peu partout, elle va finir malheureusement par tomber enceinte. C'est la catastrophe pour elle. Alors au début, elle ne pense pas que ça puisse être ça. Elle a des symptômes, voilà. Elle a des nausées, des vertiges, elle a ses ongles qui se cassent et elle a ses cheveux qui ne sont plus aussi soyeux qu'avant et qui se cassent également. Donc, par rapport à ces symptômes, elle a quand même un petit doute sur le fait qu'elle soit enceinte. Mais elle va faire des examens et ces examens vont bien évidemment lui annoncer qu'elle est vraiment bien enceinte. Et elle est enceinte de 4 mois. Donc, elle ne peut pas avorter, ce qu'elle aurait voulu en premier. Mais la gynéco, il me semble que c'est une... Non, c'est pas une gynéco, c'est un médecin, je crois. Oui, c'est un médecin. Va lui dire qu'elle ne peut plus avorter parce qu'elle a dépassé comment dire, la date limite, tout simplement, pour cela, et qu'elle ne si elle ne veut pas de l'enfant, sa seule option, ça serait d'aller jusqu'au terme et de faire adopter l'enfant. Bon, elle se dit qu'elle n'a pas le choix, donc elle va prendre cette option-là. Elle prévoit comment dire, d'accoucher dans une clinique privée où elle va raconter son histoire. Elle va dire exactement ce qu'elle veut. Ils vont tout noter, voilà. Et donc le jour J, le jour de son accouchement, normalement, tout devrait être prêt. Les papiers d'adoption, etc., etc. Sauf que, dans la vie, tout ne se passe pas comme prévu. Et là, c'est ce qui va se passer. En fait, Serena va un jour tomber en syncope. Voilà. Elle va être amenée d'urgence dans un hôpital public, pas dans la clinique privée qu'elle avait, voilà, où elle s'était inscrite.
Elle va, malheureusement être dans un hôpital public, elle va tomber dans le coma et donc du coup, les médecins vont, la coucher d'urgence. Le problème, c'est que quand elle va se réveiller, voilà, comme les médecins ne savent pas, qu'elle veut adopter son enfant et qu'elle n'a pas du tout envie de raconter sa vie en long, en large et en travers et surtout son choix, elle va décider de garder l'enfant. Cet enfant est une petite fille qui s'appelle Aurora, voilà. Donc elle va la garder et nous, on va se retrouver 6 ans plus tard avec Aurora, qui aura 6 ans, bien évidemment, et Serena, qui est toujours, une femme d'affaires, redoutable, voilà, qui élève sa fille, qui essaye de l'élever, comme elle l'entend. C'est-à-dire, qu'il n'y a pas, vraiment, d'amour entre elles 2. Voilà, Serena n'est pas du tout, câline, n'est pas du tout, réceptif, vraiment à ce elle a pas son elle ressent pas son instinct maternel, en fait. Elle a accouché, mais elle n'a absolument rien senti quand on lui a posé le bébé sur elle et du coup, ça se ressent maintenant, au fil des ans, ça s'est ressenti et donc Aurora, ressent bien que, sa mère alors elle l'aime, bien évidemment, elle l'aime, mais pas, comme Aurora voudrait. Donc il y a pas de caresses, il y a pas de bisous, il y a pas de câlins, il y a rien. Voilà. Heu et un jour, en fait, Serena va décider, d'inscrire sa fille à une colonie de vacances, l'hiver pour qu'elle puisse apprendre faire du à appre pour qu'elle puisse apprendre à faire du ski. Bon, je vais y arriver. Apprendre à faire du ski. Le fait est que Aurora aurait voulu que sa mère vienne avec elle, mais elle, Serena, a du travail et puis elle ne veut pas, elle veut absolument que sa fille, fasse du ski, même si elle, elle n'aime absolument pas la neige. Elle estime que sa fille doit, elle, aimer la neige et aimer faire du ski. C'est pas parce que sa mère n'aime pas ça qu'elle ne doit pas aimer ça. Donc elle va quand même inscrire sa fille à cette colonie de vacances en Suisse, voilà et Aurora donc va partir, pour une quinzaine de jours. Le fait est qu'un jour, Serena va recevoir, l'appel d'une des monitrices et que la monitrice va lui apprendre que, le chalet, où étaient, sa fille et les autres enfants de cette fameuse colonie a pris feu. Voilà. Elle a pris feu, mais tout va bien. Voilà. Tous les enfants sont là, tout va bien. Sauf que Serena a quand même un sacré doute, par rapport, au fait que tout aille bien. Et le doute qu'elle a, ça fait qu'elle va aller tout de suite en Suisse, elle va aller rejoindre sa fille, au chalet. Donc elle y va. Là, elle voit le désastre, elle voit le chalet, qui a pris feu et qui est complètement, en ruine, voilà et donc elle va, rejoindre l'hôpital où sont les enfants et c'est là qu'elle va apprendre, la catastrophe. Elle va apprendre que sa fille, Aurora, a disparu. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, que finalement son instinct maternel va se réveiller. Voilà. Parce qu'elle va être dévastée par la disparition de sa fille. Et elle va essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Sauf que, elle a l'impression que personne ne veut l'aider. Et elle va réussir quand même à trouver des petits indices au départ, mais malheureusement pour elle, les indices qu'elle a trouvés, ça ne va absolument pas l'aider, bien au contraire, mais ça on l'apprend au fur et à mesure de l'histoire. Et donc à un moment donné, comme elle n'en peut plus et comme elle, comment dire? Comme elle déprime, en plus elle va devenir, complètement alcoolique, voilà, elle va devenir alcoolique. Elle ne va plus faire attention à elle, donc elle va décider de partir de la Suisse et de retourner à Milan, d'essayer de reprendre à peu près une vie normale, même si, voilà, elle a été virée de son boulot. Elle, voit, une psychologue, elle fait, comment on appelle ça? Un ah!
un truc de groupe, des réunions de groupe avec des gens qui eux-mêmes ont perdu leurs enfants, mais dans d'autres circonstances, voilà, qu'elle. Parce qu'elle elle n'a jamais retrouvé le corps d'Aurora. Donc, elle a toujours ce petit espoir peut-être de retrouver son corps. Mais par contre, les autres parents qui sont à cette réunion de groupe, eux, ont vraiment perdu leurs enfants. Donc, soit dans des accidents, soit dans... Voilà, il y a chaque parent a un passé vraiment très délicat. Mais ce groupe lui fait du bien. Voilà, ça lui fait du bien. Elle arrive à en parler, elle en parle. Ils se voient en dehors du groupe. Voilà, ils font des petites réunions entre eux. Voilà, tout se passe bien. Elle va réussir à retrouver un travail et à retrouver l'amour. Sauf que à un moment donné, elle va avoir un message comme quoi sa fille est toujours en vie. Ce qui fait que du coup, elle va retourner en Suisse et coûte que coûte, elle va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer. Elle va essayer de retrouver sa fille. Et c'était une histoire magnifique. Je vais m'arrêter là parce que je ne peux pas en dire plus, parce que sinon vous allez comprendre. Si je vous en dis plus, je vais carrément spoiler, et il vaut mieux pas, parce que sinon après il y aurait plus d'intérêt à lire cette histoire. Mais sachez que moi franchement c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. J'ai vraiment beaucoup aimé là où Donato Carisi nous a emmenés. J'ai beaucoup aimé le personnage de Serena, qui est une femme au départ qui ne veut pas d'enfant et puis qui au final, au moment où elle perd sa fille, se rend compte que son instinct maternel est là et on voit la descente aux enfers de cette femme. Voilà, j'ai aimé aussi ça. Et puis j'ai aimé aussi l'enquête qu'elle a menée pour essayer de retrouver sa fille. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à un moment donné, on va être avec la fille de Serena, donc Aurora, et on va comprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé. Voilà. On va comprendre ce qui se passait avant l'incendie et ce qui s'est passé après l'incendie. Et on va être aussi avec Serena qui va finir par enquêter et qui va réussir à comprendre où est passée sa fille. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à lire ce livre, parce que moi, Donato Carisi, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup cet auteur. Et je me suis régalée à lire ce livre. Voilà. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Donato Carisi, et si vous n'avez pas envie de lire des sagas de cet auteur, mais que vous voulez lire des one-shots, n'hésitez pas, parce que ça, c'est un bon one-shot. Voilà. Donc Donato Carisi, L'éducation des papillons, aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, donc, je me suis lancée dans un autre historique. Je me suis lancée dans le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Les Deux Royaumes, qui est le tome 5 de Sa traversée des temps, aux éditions Albin Michel. On va retrouver dans cette histoire donc Noam qui est arrivé plutôt au pays Angol. Il va faire la connaissance des druides, il va faire la connaissance des Gaulois, donc du peuple gaulois, mais aussi des Romains. Il va tout simplement atterrir aussi à Rome. Il va devenir esclave. Il va rencontrer Spartacus. Il ne va pas rencontrer Jésus, mais il va rencontrer ses apôtres. Voilà. Il va voir le déclin des Romains. Voilà, aussi. Et alors, comment vous dire, c'est pas que j'ai pas aimé. Je suis assez mitigée par rapport à ce livre. Il y a eu beaucoup de longueur dans ce livre. Voilà. Je trouve que Noam... alors, c'est pas qu'il est pacifiste dans ce livre. Il y a un petit peu de rebondissement, mais pas tellement. Et... pardon. Et au niveau des... Ouais, il n'y a pas tellement... Je vais avoir du mal à raconter cette histoire.
son histoire d'amour avec Nora est pas là dans ce livre-là est pas super. On voit pas beaucoup d'Eric, le demi-frère de Noam, donc. J'ai été un peu déçue de ne pas voir Jésus, même si on parle de lui, mais vraiment à la fin. À la fin du livre, on parle de lui. Et puis déjà, j'ai pas aimé la couverture du livre. Pourquoi j'ai pas aimé cette couverture? Parce que je trouve que l'auteur s'est pas vraiment foulé par rapport à cette couverture, parce que au départ, cette couverture a été reprise de son livre L'Évangile selon Pilate. Et je trouve que, ben voilà, qu'il s'est pas vraiment foulé, quoi, parce que je pensais vraiment qu'il allait prendre une autre couverture. Alors même si elle est très belle, hein, voilà, la couverture est belle, je dis pas le contraire, mais j'aurais aimé autre chose. Déjà que j'aimais pas la couverture du tome 4, mais là, je me suis dit, franchement, l'auteur, il s'est pas vraiment foulé au niveau de la recherche de la couverture. Mais bon, passons. Et au niveau de l'histoire, je trouve qu'il y a quand même, pardon, qu'il y a quand même pas mal de longueur, de lenteur. Ça a du mal. Je trouve que ça a du mal. J'aurais aimé, comment dire, que Noam fasse beaucoup plus de rencontres. Voilà, il va rencontrer Spartacus, donc il va devenir esclave. Alors il y a une belle scène après, je crois, après quand il se sera enfui avec Spartacus et puis la guerre qu'il va y avoir, la révolte de Spartacus. Après cette révolte-là, il y a une belle scène qui arrive dans le livre qui, moi, m'a beaucoup plu par rapport à Noam. Et c'est la seule scène, en fait, qui m'a vraiment plu, qui m'a scotché. Voilà, j'aurais aimé qu'il fasse beaucoup plus de rencontres. J'aurais aimé qu'il rencontre Jésus. Pas qu'il devienne un de ses apôtres, mais qui... Parce que dans l'histoire, en fait, c'est Noura qui rencontre Jésus. Voilà. Et moi, j'aurais aimé que ça soit Noam. J'aurais aussi aimé, au niveau de Spartacus, que l'auteur nous mette une scène qui ressemble un petit peu au film Gladiator. Voilà. J'aurais aimé que Noam soit avec Spartacus et qu'à un moment donné, il arrive dans une arène et puis qu'ils se battent. Voilà, mais cette scène-là n'est jamais arrivée. Et alors, il y a une autre scène qui est là, qui fait froid dans le dos, certes, mais j'aurais aimé, alors peut-être pas comme dans le film Gladiator, mais qui mettent quelque chose, voilà, pas en lien avec le film, quoi, qui est vraiment, voilà, qui est un combat entre gladiateurs et tout. Alors certes, il en met, mais il les décrit, ces scènes, il les, comment dire, on n'est pas avec Noam dans l'arène et on ne le voit pas en train de combattre et enfin voilà quoi. On voit d'autres gladiateurs le faire, mais pas Noam. Et ça, je regrette aussi. J'aurais aussi aimé à un moment donné qu'il rencontre César. Alors, Jules César, hein, pas César, voilà. Mais Jules César, j'aurais aimé qu'il le rencontre aussi. Voilà, c'est tout des rencontres que je regrette qu'il ait pas mis dans le livre. Ce qui fait que du coup, et puis Derek, on le voit presque qu'à la fin, enfin on le voit un petit peu dans le livre au moment où Noam est à Rome, mais c'est qu'une, comment dire, c'est qu'un spectre, si on peut appeler ça comme ça. Et on le voit vraiment, on voit Derek vraiment à la fin du livre, et ça je regrette aussi. C'est, voilà, ça, je trouve que ça s'essouffle un peu au niveau de cette saga, et je trouve ça dommage parce que c'est une belle épopée et il fait quelque chose de vraiment bien. Et je trouve que c'est dommage qu'il qu'il aille pas beaucoup plus, enfin peut-être pas plus loin, mais plus en profondeur par rapport à ces histoires. Ouais. Et du coup, ça s'essouffle et ça donne moins envie, quoi. Voilà. Moi, au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol du livre. J'avais qu'une envie, c'était de le terminer. Et surtout qu'il fait que 530, un peu plus de 530 pages, quoi. Donc c'est pas non plus une grosse bricasse. Et dans le livre, alors il fait gros, mais il y a que 8 chapitres en tout. Donc voilà. Mais ça manque de profondeur, il y a trop de longueur, trop de lenteur. C'est dommage, parce que il tient quelque chose de bien. Et je trouve qu'il y a du relâchement dans cette saga. Et c'est dommage. Voilà.
Donc, Éric Emmanuel Schmitt, Les deux royaumes, le tome 5 de sa traversée des temps. Et ensuite, pour finir, j'ai lu une BD, la BD des carnets de cerises 2. Alors, attendez. Donc, le tome 1, le zoo pétrifié. Mais la BD, c'est 2. Alors, de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Donc, un, pour Joris Chamblin, je crois que c'est l'illustrateur. Et pour Aurélie Néré, je crois que c'est la dessinatrice ou le contraire. Je ne sais plus. Bref. Cette grande BD même, a été une belle découverte pour moi. D'ailleurs, je vais vous faire montrer des planches. Les planches sont très belles, très douces. Voilà. Donc, je vous fais juste montrer une planche. Voilà, une des planches. Dans cette histoire, on est avec Cerise, qui est une petite fille qui a un rêve. Elle veut devenir romancière. Et pour ça, donc ça, je vais vous faire voir. Voilà. Dans le livre, il y a quelques petites pages de son, de son carnet de lecture, voilà, de son journal intime. Elle va recevoir un journal intime de la part de sa mère qui sait qu'elle veut devenir écrivain, donc qui lui dit bah, écoute, tu écris toutes tes histoires dans ton petit journal intime et peut-être qu'un jour ça fera un roman. Et Cerise a comme voisine une romancière, voilà, très célèbre. Et donc, elle va de temps en temps la voir pour lui demander quelques conseils sur la façon d'écrire un livre. Parce qu'elle lui dit qu'elle veut devenir romancière. Et cette voisine va lui dire que pour s'inspirer de ses livres, elle regarde les gens du quotidien vivre et elle essaie de leur poser des questions sur leur vie, sur leur... voilà. Et par rapport à ça, donc, ça lui fait écrire ses histoires et ses romans devenir célèbres, etc., etc. Donc, Cerise va décider de, tout simplement, d'observer les gens de son village pour pouvoir par la suite écrire son roman. Excusez-moi. Et un jour, avec ses deux copines, donc elle va voir un étrange monsieur qu'elle va appeler le monsieur mystérieux qui va passer dans la forêt là où il y a la cabane des trois copines. Et Cerise va être intriguée par ce vieux monsieur car ce vieux monsieur est couvert de peinture sur lui et il traverse la forêt avec deux gros pots de peinture et elle se demande vraiment ce qu'il fait avec. Et comme elle est vraiment intriguée, à un moment donné, elle va réussir tout simplement à le suivre. Sauf que elle va être bloquée. À un moment donné, elle va être bloquée par un mur. Il y a un immense mur à la lisière de la forêt et elle trouve ça très étrange. Et dans ce mur, donc à un moment donné, elle va trouver une faille. Le mur est coupé un peu en deux. Et ce jour-là, donc elle va regarder de l'autre côté du mur et elle va voir quelque chose d'extraordinaire. Donc elle va passer de l'autre côté et là, elle va voir ce vieux monsieur et elle va voir ce qu'il fait. Et ça va tout simplement changer sa vie car ce vieux monsieur va la voir. Et grâce à elle, le rêve de ce vieux monsieur va se réaliser. Donc il va se... Ah, comment je peux expliquer ça? Il va se réaliser. Réaliser. Voilà, si vous avez compris, c'est le principal. Et grâce à Cerise, il va se réaliser grâce à Cerise et grâce à tous ses amis et grâce aussi aux gens du village. Car cet endroit est très spécial et il va raviver les souvenirs de la mère de Cerise. Et c'est grâce à toute cette entraide que le destin de cet homme mystérieux
va tout simplement changer. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que si je vous en dis plus, ça va tout spoiler la BD, mais surtout, n'hésitez pas à lire cette magnifique BD, car moi, j'ai lu cette première histoire, mais c'est vraiment une très très belle histoire, et c'est vraiment très touchant. Les planches sont vraiment très belles, et je me suis régalée. Je me suis régalée avec cette histoire et pardon, et comme dernier livre, c'était vraiment super. Voilà. Donc n'hésitez pas à lire cette BD et à le lire aussi à vos enfants, car je pense qu'ils peuvent comprendre de quoi ça parle. N'hésitez pas, c'est vraiment une BD jeunesse, une BD d'aventure, et c'est juste magnifique. Voilà. Donc les carnets de cerises, le tome 1, l'oiseau pétrifié, donc de Joris Chamblin et Aurélie Néré. Et moi je lirai les autres tomes le jour où j'ai l'occasion de les revoir, de les trouver. Je me ferai un plaisir de continuer les aventures de Cerise. Voilà. Donc voilà pour ce petit bilan lecture. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous présenter donc ma chaîne PAL qui est là. Donc je vous présente le livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc La fiancée gitane de Carmen Mola aux éditions Babel Noir. Donc c'est alors attendez, c'est la maison d'édition Actes Sud. Voilà, cherchez. La maison d'édition d'Actes Sud, donc Babel Noir. Ensuite, j'ai l'intention de lire le livre de Percival Everett James aux éditions de l'Olivier. Ensuite, j'ai l'intention aussi de lire le second tome, Les Whisperwick, la malédiction des dérobés de Jordan Lee aux éditions Ozu. J'avais adoré le tome 1, j'ai très très hâte de lire le tome 2. Et ensuite, j'ai l'intention de lire le livre de Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral aux éditions Charleston. Et regardez le derrière, rappelez-vous, donc, un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Voilà. Donc j'espère que cette nouvelle palle vous tente. Voilà, que ce petit bilan lecture vous a plu. Écoutez, moi je vais vous laisser maintenant. Je vais me remettre dans ma lecture. J'espère que pour vous... Alors s'il veut bien faire... Non, il veut pas. Il refait... Il veut pas. Non. Bon. J'espère que pour vous tout va bien, que vous passez un excellent dimanche. Que la reprise ne va pas être trop dure pour ceux qui reprennent le travail. Maintenant, tout le monde, je pense, va reprendre le pli. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau book haul. Bye bye.